Merci beaucoup Luc pour ton invitation à ces journées. C'est la première fois que je viens à ces journées et ça m'incite à vouloir revenir dès l'année prochaine ou de dire à mes collaborateurs de venir parce que je trouve que le programme est particulièrement intéressant. Alors merci Luc, mais bon, je dois dire qu'il y a un an, quand tu m'as demandé de faire ce topo, j'ai dit oui, parce que moi Et il y a un mois de ça, quand je me suis mis à réfléchir à ce que je pouvais bien dire là-dessus, j'ai commencé un petit peu à m'angoisser et à me dire est-ce que ça valait vraiment le coup de parler de la microscopie électronique en pathologie médicale en 2013. Donc c'est une sorte de challenge pour moi, hein, parce que il va falloir que je vous montre qu'il reste un intérêt pour ce type d'outils en milieu hospitalier. Bon, l'agenda de la présentation, c'est de parler de l'ultrastructure de la microscopie électronique en milieu hospitalier et non pas dans un institut de recherche, et non pas dans un centre de recherche, et non pas dans une faculté des sciences. Donc c'est vraiment dans l'enceinte d'un hôpital. Je vous parlerai également des contraintes. Et il y en a de plus en plus finalement au cours des mois et des années. Je pense que la microscopie électronique va y avoir de plus en plus de contraintes. Et puis je vous donnerai des exemples pratiques où la microscopie électronique peut encore servir à quelque chose en France. Parce que selon les pays où vous allez, la microscopie électronique est vue d'une façon un petit peu différente. Nos collègues allemands, par exemple, sont très férus de microscopie électronique dans certains hôpitaux. Et puis un petit mot sur l'interface avec la recherche médicale. Donc je vous donnerai un exemple d'une interface possible entre le monde hospitalier, la microscopie électronique et la recherche. Je prendrai un exemple développé au sein de mon unité INSERM, parce qu'il y a beaucoup d'exemples. J'en ai pris un parce que ce n'est pas possible de faire un catalogue exhaustif. Donc le milieu hospitalier. Bon, alors le constat, alors je sais qu'à Saint-Louis, la microscopie électronique fait encore partie intégrante de l'activité du service de pathologie. Il y a de la microscopie électronique ici. Maintenant, quand on va dans tous les CHU de France, dans beaucoup de CHU de France, le microscope électronique finalement a disparu des laboratoires de pathologie et de biologie dans les hôpitaux. C'est-à-dire qu'il y a une désertification. Le microscope électronique, finalement, soit a disparu parce qu'il y a un problème de maintenance, il y a un coût, donc il a été jeté, soit il s'est délocalisé, on l'a dévissé, on l'a mis dans une salle en fac de sciences. Et donc, bon, il y a une désertification, ça c'est sûr. Et les causes, c'est que, évidemment, la biologie moléculaire, l'immunohistochimie, les autres techniques ont complètement supplanté cet outil pour beaucoup d'indications. C'est une méthode qui est coûteuse. Vous savez que nos administratifs sont très regardants. Hein. Quand on parle d'indices de performance et d'efficience dans les hôpitaux et qu'on parle de microscopie électronique, on se heurte à un mur. Donc il faut vendre l'électronique face à un directeur d'hôpital. Donc là, ça devient un challenge. C'est une méthode qui est longue. On en a parlé. Les délais de rendu des résultats, en général, sont longs. Ils peuvent être accélérés avec certains outils en microscopie électronique. J'ai été extrêmement surpris de voir à Heidelberg qu'ils rendaient leurs résultats de microscopie électronique dans la journée. Voilà, dans la journée. Alors évidemment, ça, c'est mission impossible à Nice. Voilà. C'est une méthode qui est fastidieuse, qui est difficile, et qui demande à la fois un personnel technique et médical expert. C'est-à-dire que c'est un couple, encore plus, j'allais dire, que dans d'autres outils. Il faut à la fois être expert technologie, c'est-à-dire qu'il faut avoir des techniciennes ou des ingénieurs au top, et puis il faut avoir des médecins ou des pathologistes qui connaissent l'interprétation de l'ultrastructure. Et ça devient une denrée rare, voire quasiment inexistante.
Donc en fait, en général, les gens qui analysent des images en ultrastructure, ce sont des scientifiques qui téléphonent au médecin et qui demandent qu'est-ce que vous voulez voir. Et comme le médecin ne sait pas ce qu'il faut voir, évidemment, ça devient un dialogue de sourds. Donc l'interprétation est très difficile. Ça prend du temps et c'est très fastidieux. Et donc, il y a également une diminution des indications, puisque le fait qu'il n'y ait plus d'offres et de demandes fait que les indications disparaissent. C'est comme pour toute activité. Il n'y a pas de valorisation hospitalière, puisque ce n'est pas reconnu, notamment des jeunes internes. La microscopie électronique, et je ne parle pas uniquement des internes en médecine clinicien, je pense que quand on fait un DES de pathologie, il n'y a pratiquement plus d'enseignement de microscopie électronique. Donc finalement, le pathologiste qui devrait normalement connaître la microscopie électronique n'est pas formé, donc il n'y a pas de valorisation. Et donc évidemment, il n'y a pas de formation française actuellement organisée, en tout cas pour la pathologie médicale, qui parle de microscopie électronique. Il y a quelques années, il y avait encore un enseignement à l'Institut Pasteur de Lyon. Chaque année, il y avait un cours de microscopie électronique qui se faisait sur une semaine. Cet enseignement a disparu. Donc si on veut essayer de se former en microscopie électronique, on ne sait pas quoi faire. Il n'y a pas de PU, il n'y a pas de, voilà, il n'y a plus rien. Donc c'est un constat et les causes évidemment sont multiples. Alors les conséquences, c'est que si on fait un bilan des diagnostics réalisés grâce à la microscopie électronique en milieu hospitalier par an, ça se compte sur les deux doigts d'une main. Donc il y a peu de diagnostics. Il y a une sanctuarisation des compétences, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui continuent à faire de la microscopie électronique, mais ils sont identifiés de façon extrêmement ponctuelle sur la cartographie nationale. Et ce sont des compétences souvent dédiées à une pathologie d'organes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de compétences généralistes en microscopie électronique. Donc il y a essentiellement des gens qui sont encore spécialisés en néphropathologie, en neuropathologie, en dermatopathologie, hein, pour certaines maladies comme les épidermolyses bulleuses. Il y a des gens qui travaillent encore là-dedans. Mais finalement, il y a une sanctuarisation des compétences, tout simplement parce qu'il n'y a pas de centre expert en microscopie électronique qui est capable d'absorber toutes les demandes et toutes les indications. Et puis donc forcément, si vous voulez recruter un technicien en microscopie électronique, vous n'en trouverez pratiquement pas, parce que je pense qu'il faut au moins 4 ou 5 ans pour qu'un technicien en microscopie électronique soit devenu compétent. Donc si vous voulez recruter quelqu'un, ben, vous ne trouverez pas, ou alors il y aura marqué sur une ligne, sur un CV qui comporte une quarantaine de lignes de compétences, il y aura marqué microscopie électronique, mais au même titre que l'immunohistochimique, la biologie moléculaire. Donc, ce sont des CV PCR hein, avec beaucoup de choses. Bon. Donc il n'y a personne de très spécialisé. Et puis dans le domaine médical, évidemment, quand vous avez des images à analyser, vous interprétez un petit peu avec le livre sur les genoux, vous essayez de tourner sur la bonne page pour voir si ça correspond bien à ce que vous voyez au microscope électronique, voilà, et vous donnez votre interprétation personnelle, mais vous n'avez pas identifié en France quelqu'un qui peut vraiment vous dire, voilà, voilà c'est ça, c'est ça. Hein. Et même en Europe, il y a une société européenne de microscopie électronique, donc j'étais au congrès de pathologie, au congrès européen de pathologie la semaine dernière, il y avait une session de microscopie électronique. Dans toute la session de microscopie électronique, il y a eu 3/4 de biologie moléculaire. Donc en fait, même à l'échelon européen, il y a une perte d'identification. Alors la conséquence, il n'y a pas de recours en cas d'urgence. Or, il existe quelques urgences pour la microscopie électronique. Il en existe. Donc à un moment, c'est un outil indispensable et c'est un des éléments d'un puzzle, c'est-à-dire que dans un environnement médical de laboratoire, il faut un département de biologie moléculaire, un département d'électronique, un département de pathologie, etc. Donc c'est un des éléments des puzzles et évidemment, si vous n'avez pas cet élément, si vous avez une urgence, vous ne la prendrez pas en charge. Et plus maintenant dans le domaine, j'allais dire, de la recherche médicale, il y a un appauvrissement certain des connaissances physiopathologiques. Parce que l'électronique, même si c'est extrêmement statique, c'est sûr par rapport à la vidéomicroscopie, l'électronique c'est une image plane, puisqu'on fait essentiellement de la transmission, et ça permet quand même
d'interpréter certains mécanismes malgré tout. Donc la physiopathologie, vous en verrez à la fin de cette présentation, peut être améliorée par la connaissance morphologique fine des images. Donc il y a un appauvrissement de la physiopathologie, certainement, et dans le monde de la recherche, c'est embêtant. Parce que les jeunes qui font des Master 2 recherche, finalement, quand on leur dit qu'il faut faire un peu de microscopie électronique, en général, il y a une sorte de rétraction, comme des crabes qui rentrent dans des trous. Ils préfèrent se lancer sur de la biologie moléculaire, sur des techniques beaucoup plus sophistiquées. C'est vrai qu'on en parlait avec Josette, la microscopie électronique, ça fait un peu Jurassic Park pour un étudiant. Hein. Ce n'est pas quelque chose de très sexy, comme disent nos collègues. Bon. Alors les contraintes, bon, je ne vais pas rentrer sur toutes les contraintes, je vais les dire dans le désordre. La technicité, on en a parlé, c'est-à-dire qu'il faut, une des contraintes, c'est que bon, un technicien de laboratoire d'anapath, je vais dire standard, ne peut pas s'improviser technicien de microscopie électronique, c'est impossible. Hein, c'est impossible. Il faut avoir un environnement aussi. Alors on n'est pas encore dans la certification des départements de microscopie électronique, mais pourquoi pas, hein, ça serait, donc il faut un environnement très particulier. La toxicité, hein, cet environnement, finalement, il faut qu'il soit extrêmement sécurisé en termes d'hygiène et sécurité, parce que quand on fait de la microscopie électronique, il y a des produits chimiques qui sont extrêmement toxiques. Alors déjà, dans un laboratoire d'anapath, on parle du formol et de la protection contre le formol. C'est sûr qu'en microscopie électronique, quand on parle d'osmium, par exemple, hein, de glutaraldéhyde, ce sont des produits qui sont encore plus toxiques pour l'être humain, donc il faut faire attention, très attention quand on manipule des produits chimiques de microscopie électronique. L'osmium ne peut pas être éliminé comme on élimine le formol, par exemple, dans les laboratoires. Il y a des procédures très particulières. Le coût et la prise en charge, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de tarification à l'hôpital, ou très peu, hein, c'est très difficile de faire payer et d'avoir une nomenclature pour la microscopie électronique, même si elle existe dans la nomenclature de Montpellier. Hein, bon, mais vous savez très bien que c'est très difficile de la mettre en pratique. Le délai de réponse, ça c'est très pénible, le délai de réponse, parce qu'en moyenne c'est 3 semaines, un mois, quand tout va bien, bon, entre les RTT, de la seule technicienne que vous avez pour l'électronique, garde d'enfants malades, le pathologiste qui est ici en train de parler alors qu'il devrait être examiné. Bon, finalement, les délais de réponse sont de plus en plus... ce qui fait que le clinicien est très frustré, le chercheur aussi, et ils se disent, bon, c'est trop long, on fait autre chose. Le conditionnement de l'échantillon, c'est une des contraintes parce que si vous conditionnez mal votre échantillon au départ, évidemment, vous allez faire une technique qui coûte cher, qui demande beaucoup de temps, qui est pénible, pour un résultat médiocre. Et vous en apercevez plusieurs semaines plus tard. Donc le conditionnement initial, vous le savez très bien, sauf parfois le formol, on arrive à avoir des particules virales sur des prélèvements fixés au formol, mais bon, évidemment il faut que ça soit fixé immédiatement dans la glutaraldéhyde pour la technique standard. Et puis ensuite pour tout ce qui est immunogol, évidemment il faut une fixation adéquate, et donc le conditionnement dépend aussi du pathologiste qui va faire le prélèvement. C'est-à-dire qu'en gros, si vous prélevez sur une zone toute jaune, sur une tumeur, vous ne verrez plus que des polynucléaires neutrophiles altérés à la fin du processus. Donc il faut faire une sélection très précise macroscopique. Et en général, parfois, ces prélèvements pour l'électronique, c'est fait directement au bloc par le chirurgien, voilà, voire l'infirmière. Et donc le prélèvement se fait à l'aveugle. Donc il faut faire attention, et je pense que l'étape préanalytique est primordiale. Bon, après, évidemment, il y a des avantages, mais par rapport au microscope optique, mais bon, c'est juste pour le diagnostic en tout cas, il y a de moins en moins d'avantages. Alors, la place de l'AME en pathologie médicale, donc Luc m'avait demandé de parler de la place de la microscopie électronique en pathologie médicale. Qu'est-ce qu'il en reste en 2013 ? Alors en 2010, j'avais fait un petit papier qui essayait de répertorier sous forme de catalogue. Donc, je ne vais pas faire de catalogue parce que c'est inépuisable et c'est un peu pénible. Mais depuis 2010, j'ai l'impression que ce catalogue s'est encore plus réduit. Donc maintenant, en 2013, il reste pratiquement très peu d'indications. Pathologie infectieuse, oui. Alors peut-être j'ai une sorte de déformation professionnelle parce que c'est un des domaines de la pathologie qui m'a intéressé il y a quelques années. Évidemment, quand il y avait l'épidémie du sida, enfin quand il y a toujours l'épidémie du sida, mais
quand il n'y avait pas la prise en charge thérapeutique par les antirétroviraux hautement actifs, il y avait beaucoup plus de maladies opportunistes, beaucoup plus d'infections, et on découvrait, en France en tout cas, certaines infections. Donc la microscopie optique ne suffisait pas à faire des diagnostics. Il fallait aller plus loin et faire de l'ultrastructure. Donc je dirais que dans les années 85-90, la microscopie électronique a servi en pathologie infectieuse, beaucoup. Alors, je vous montre quelques exemples. Alors, pour la pathologie infectieuse, après pour la pathologie tumorale, et bon, ça fait un peu catalogue. Et pour ceux qui reconnaissent cet aspect pathognomonique d'une infection par le cytomégalovirus, alors si on est une pathologiste femme, on dit que c'est un aspect en œil de chouette, et si on est un pathologiste homme, on dit que c'est un aspect en œil de hibou. Voilà. Donc c'est l'aspect typique en œil de hibou, hein, je suis encore... et en immunohistochimie, finalement, on a un anticorps qui marche très bien. Donc bon, finalement, pour faire le diagnostic d'infection à cytomégalovirus, si on a de la microscopie électronique, j'allais dire c'est du luxe, c'est pour faire cosmétique, voire pour faire un article. Parce que évidemment, la microscopie électronique, ça sert beaucoup pour faire des publications. Ça rajoute quelque chose. C'est toujours bien. Il y a certains reviewers, même qui le demandent. On ne sait pas pourquoi ils demandent, mais si on a l'outil à proximité, c'est bien alors, en microscopie électronique, c'est typique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre diagnostic différentiel. Quand on voit ça, c'est une infection à cytomégalovirus avec des particules à la fois dans le noyau et dans le cytoplasme, agencées de façon très particulière. Alors, ce qui est bien en infection virale, c'est que si vous avez des prélèvements qui ont été fixés en formol, vous pouvez revenir sur vos prélèvements, et même si l'architecture tissulaire est complètement détruite, même si la cellule elle-même est détruite, les particules virales résistent en général au formol. Donc vous pouvez aller creuser dans vos prélèvements fixés. Voilà, plus fort grandissement. Alors c'est extrêmement régulier. Hein, donc, bon. Alors évidemment là, ça ne sert à rien, faire la microscopie électronique, en dehors d'avoir des photos et faire des cours. Alors, on a eu un cas d'une jeune patiente qui était fébrile avec une leucémie aiguë lymphoblastique, une insuffisance respiratoire, et donc à fort grandissement, on a des inclusions virales dans les cellules épithéliales bronchiques, voilà, qui ne ressemblaient pas à du cytomégalovirus. On a fait une étude immunohistochimique avec des anticorps que je ne vous cite pas tout de suite, qui se sont révélés négatifs, probablement où l'anticorps ne marchait plus, où il était périmé, où le prélèvement était surfixé. Enfin, on a eu une immunohistochimie négative, et toutes les sérologies qui avaient été entreprises étaient négatives, probablement parce que la jeune patiente était immunodéprimée. Donc, on a décidé de désinclure le bloc qui était en paraffine, et on est allé un peu plus loin. Et en fait, ce qu'on a vu, c'était des inclusions liées à un adénovirus, et c'est un aspect en damier très particulier qui est caractéristique de l'adénovirus, qui ne ressemble pas du tout, comme on l'a vu tout à l'heure, au cytomégalovirus. Donc, l'immuno était négative, les sérologies étaient négatives, l'inclusion était quand même un peu particulière, hein, d'une infection à adénovirus, mais en fait la confirmation s'est faite en microscopie électronique. C'est un cas très particulier, délai de réponse 1 mois, donc forcément le clinicien n'est pas ravi, surtout lorsqu'on a affaire à une jeune patiente. Alors un autre cas qu'on a eu au laboratoire à Nice, hein, c'est une autopsie d'un patient de 33 ans, hospitalisé aux urgences dans un coma d'aggravation progressive, une hydrophobie qui a orienté initialement le patient au centre d'accueil psychiatrique. Et l'historique fait que ce patient aurait dû être hospitalisé immédiatement en maladie infectieuse ou en réanimation. Donc on a réalisé l'autopsie, et donc ça c'est une image finalement d'une cellule de Purkinje dans le cervelet avec la couche des grains, cellule de Purkinje ou de Purkinje, je ne sais jamais exactement. Et donc il y a une inclusion très particulière, rouge dans le cytoplasme, donc nucléole, le noyau, le cytoplasme, et cette inclusion qui est pathognomonique. Théoriquement, on n'a pas besoin de faire de microscopie électronique. Hein. Et donc on a fait de la microscopie électronique là-dessus. Et donc en fait c'était une infection à rhabdovirus, donc infection par le virus rabique, typique, et ces images sont caractéristiques du virus rabique. C'est un jeune patient qui s'était fait mordre par un chien lors de son voyage de noces au Mexique, qui a tardé, qui est arrivé à Nice, etc. Et donc c'est un cas qu'on a publié il y a une quinzaine d'années dans les annales de pathologie. Et la microscopie électronique a
finalement a permis d'arriver au diagnostic. Et évidemment, certains prélèvements ont été analysés à l'Institut Pasteur. Ils ont fait une étude en immunofluorescence qui est plus rapide et certainement plus efficace et moins coûteuse. Voilà, le rhabdovirus a plus fort grandissement. C'est un aspect particulier avec une prise en lasso des particules virales. Un autre cas, alors ça c'est un cas qui m'a été communiqué par mon ami et collègue Zhang Liu de Danzhou en Chine. Alors c'est une jeune femme asiatique de 44 ans, VIH positive avec une insuffisance respiratoire qui est décédée. Et donc sur les prélèvements pulmonaires, il y avait une double infection virale, une infection par le coronavirus, donc responsable du SRAS, et chez une patiente qui était également HIV positive. Donc en fait, elle avait une complication de son immunodéficience HIV par une infection par le coronavirus. Ces deux virus ont été découverts grâce à la microscopie électronique. On peut toujours se dire que bon, finalement, la biologie moléculaire, les sérologies, mais virus HIV, virus du SRAS, c'est la microscopie électronique avant qu'arrive la confirmation moléculaire. Donc on se dit qu'en termes d'émergence virale, on peut être amené quand même à avoir ce type d'outil pour arriver à faire un diagnostic. Hein. Un cas facile, c'est une biopsie gastrique, c'est une étude immunohistochimique avec un anticorps, chose qu'on ne fait pas dans le laboratoire, je dois préciser systématiquement, un anticorps anti-Helicobacter pylori, puisque normalement, Helicobacter pylori, on le voit très bien sur un simple GIEMSA, ce qui permet de faire des économies et de temps au personnel. Hein, donc, théoriquement, mais bon, on a utilisé l'anticorps anti-HP chez cette patiente. Et finalement, c'est pas très beau. Donc, on s'est dit, est-ce que c'est vraiment de l'hélicobactère? On a décidé, on avait une biopsie fixée dans la glutáraldéhyde. Et effectivement, ce sont des formes un peu particulières, des formes cocoïdes d'hélicobactère. Donc, l'hélicobactère, c'est une petite bactérie qui est responsable parfois de gastrite chez l'homme, et en principe il y a un flagelle. Mais là il n'y avait pas de flagelle, donc ce sont des formes cocoïdes qui se sont collées sur l'épithélium gastrique. Et par rapport aux formes classiques d'hélicobactère, hein, ça c'est hélicobactère en microscopie à transmission, vous voyez, en principe il y a un flagelle très particulier, ça on le retrouve en général dans le suc gastrique. Alors, juste pour vous dire, ça c'est une image en balayage, qu'en principe, en pathologie médicale, la transmission, le microscope à transmission suffit largement. On n'a pas besoin de faire de microscopie à balayage. Je pense que le balayage, ça sert beaucoup dans certaines applications scientifiques, plus qu'en médecine. Et puis, ça fait des images encore plus cosmétiques, donc les papiers peuvent passer encore plus facilement. Enfin, j'exagère, mais bon, ça sert, c'est très joli. Vous voyez, tout à l'heure, on avait vu l'Helicobacter pylori en transmission. Là, c'est en balayage. Vous voyez, on dirait une sorte de traversin, voilà, un petit boudin blanc avec les flagelles. Alors, un autre cas où la microscopie électronique nous a servi, et j'avoue qu'elle nous a servi a posteriori, elle n'aurait jamais dû nous servir. On aurait dû faire le diagnostic avant. Donc, c'est un patient de 48 ans qui est VIH positif, qui présentait des nodules cutanés violacés multiples. Quand on est HIV+, homosexuel, qu'on a ce type de lésion, en principe, il y a un diagnostic assez facile, et je suis donc dans le temple de la dermatopathologie, en plus, beaucoup de patients VIH, donc forcément c'est un sarcome de Kaposi. Bon. Mais ces lésions ont évolué, et on a un dermatologue très compétent au CHU de Nice, et il nous dit que cette lésion ne correspond pas tout à fait à un Kaposi. Ça pourrait être, mais faites quand même de la microscopie électronique. On avait fait de l'optique. L'optique, pour des raisons multiples et variées, finalement, le diagnostic n'a pas été réalisé. Et donc la biopsie a été faite sur la paupière. Et on a vu donc de façon très particulière ces bactéries qui ont une morphologie caractéristique, c'est-à-dire qu'il y a une membrane trilamellaire. Et donc, c'est une infection à Bartonella, et Bartonella, c'est l'agent de l'angiomatose bacillaire. Et c'est vrai que c'est un des diagnostics différentiels potentiels d'un sarcome de Kaposi débutant chez le patient HIV+. Et évidemment, ces lésions régressent sous érythromycine, traitement 3 semaines, alors qu'un Kaposi, il faut faire de la chimiothérapie, voire de la radiothérapie ou de la bléomycine chez ces patients. Donc,
la prise en charge est différente. Et vous voyez qu'à fort grandissement, il y a un aspect particulier de Bartonella, c'est cette membrane trilamellaire. Alors évidemment, la morphologie optique doit arriver à éliminer un sarcome de Kaposi. Dans ce cas, je dois dire dans ce cas présent, est-ce que l'optique avait été bâclée ou est-ce que, bon, il y a un anticorps aussi, mais tout le monde ne l'a pas à sa disposition en immunohistochimie. Donc on a fait ce diagnostic d'infection à Bartonella. Et donc ce patient avait une double localisation, un Kaposi d'un côté, une angiomatose bacillaire de l'autre. C'est une infection qui disparaît progressivement du paysage des pathologistes français, mais qui peut ressurgir. Un cas facile où la microscopie en pathologie infectieuse peut apporter quelque chose. Bon, ici, on n'a pas besoin d'électronique, hein, c'est un myélogramme avec une image typique d'infection parasitaire avec à la fois le kinétoplaste et le nucléus sur des macrophages. Ce sont des toxoplastes, c'est une déformation, ce sont des leishmanies. Bon. Dans la région niçoise, beaucoup de leishmanioses, notamment un leishmania infantum. Là aussi, on n'a pas besoin de microscopie électronique. Sous un épithélium cutané classique, on a une surcharge macrophagique avec beaucoup de corps de Leishman, donc une leishmaniose. Ici, par contre, c'est beaucoup plus compliqué. Patient autopsié, en fait, il n'y avait pas de lésions cutanées, il y avait uniquement des lésions pulmonaires et des lésions de ce type-là dans une glande surrénalienne. Donc, évidemment, quand on voit ces petits points dans une glande surrénalienne, on ne pense pas forcément à une leishmaniose, hein, puisque ce n'est pas un site typique. Et donc, quand on a fait la microscopie électronique sur ce prélèvement, on retrouve des leishmanias avec le kinétoplaste, le nucléus. Et donc, morphologiquement, on fait le diagnostic. Bon. Donc, ce sont des cas très, très particuliers, mais c'est vrai que ça peut apporter... un autre cas où normalement la microscopie électronique ne devrait pas apporter quelque chose, c'est un homme de 28 ans, VIH+, centrafricain. Vous voyez qu'il y a beaucoup de patients immunodéprimés qui peuvent bénéficier de la microscopie électronique, hein, et pas uniquement HIV+. Donc il y a un aspect particulier sur cette muqueuse digestive avec un aspect en banana shape, hein, des formes particulières de ce parasite qui s'agence comme ça en petite banane intracytoplasmique. Alors la particularité de ce patient, c'est qu'il n'en avait pas seulement dans le tube digestif, il en avait également au niveau hépatique, c'est-à-dire que c'est rarissime. Il n'y a pas de raison de trouver ce parasite au niveau hépatique. Donc ici, c'est sur un PAS. Et le PAS montre bien la coloration intracytoplasmique de ce parasite, ce qu'on appelle des hypnozoïtes. Les hypnozoïtes sont des parasites qui sont délocalisés par rapport à leur site initial. Les microsporidies ont été caractérisées grâce à la microscopie électronique. Donc les microsporidies sont des petits agents parasitaires. Et c'est grâce à la microscopie électronique qu'ils ont été caractérisés, mais il y a une dizaine d'années, une quinzaine d'années. Pathologie tumorale, alors j'ai beaucoup insisté sur l'infection, et parce qu'en pathologie tumorale, il n'y a pratiquement plus d'indication de la microscopie électronique. En immunohistochimie, en biologie moléculaire, finalement, on fait le tour. Pathologie des tissus mous, il y a encore certaines personnes qui aiment bien la microscopie électronique. Ça, c'est par exemple pour montrer l'image d'un chevanome en microscopie électronique. Il n'y a aucun intérêt de faire de la microscopie électronique. L'histocytose langerhancienne, évidemment, ce qu'on appelle les granules de Birbeck ou les zip inclusions ou les corps X, maintenant il y a un anticorps qui permet de faire le diagnostic. Donc on n'a plus besoin de microscopie électronique. Il y a encore une quinzaine d'années, la microscopie électronique permettait d'arriver au diagnostic d'histocytose langerhancienne. Les mélanosomes, diagnostic de mélanome malin. Dans les mélanomes malins achromiques, lorsque l'immunohistochimie est négative, on peut éventuellement s'aider de la microscopie électronique pour aller traquer le mélanosome qui est très peu différencié. Donc à ce moment-là, ça peut apporter quelque chose. Donc la tumeur, ça va très vite. En fait, vous voyez que je saute à pieds joints là-dessus, ça tombe bien. Pathologie dégénérative et congénitale. Il y a quelques années, on classait les épidermolyses bulleuses grâce à la microscopie électronique. Maintenant, ces épidermolyses, selon le niveau de clivage, sont classés en fonction de l'aspect en immunofluorescence. Donc ici, il y avait un clivage très particulier de cette épidermolyse. Et maintenant, finalement, c'est l'immunofluorescence qui remplace l'électronique. Donc ça a un peu déserté ce type d'indication.
Les dystrophies nerveuses, ça reste une des indications potentielles. Alors, pathologie métabolique et de surcharge, on est souvent assailli pour faire de la microscopie électronique, notamment chez les gens qui travaillent sur les problèmes de métabolisme. Ici, je pense que c'est une des indications potentielles. En principe, la coloration par le rouge Congo vous permet de dire que ce sont des dépôts amyloïdes. En pathologie rénale et en pathologie cardiaque, la microscopie électronique peut permettre d'apporter et d'affiner le diagnostic. Un exemple important, peut-être, c'est ces inclusions très particulières dans une mitochondrie chez un patient HIV+, traité par un traitement antirétroviral. Il faut savoir que l'hémiopathie chez le patient HIV+, peut être liée au virus lui-même ou aux médicaments. C'est-à-dire qu'en fait, on peut avoir une toxicité mitochondriale. Ici, le diagnostic, c'est une toxicité mitochondriale. L'indication, c'est qu'il faut tout simplement essayer de diminuer le traitement. Interface avec la recherche, un exemple, on travaille sur la progression tumorale liée à l'immunité innée, notamment les neutrophiles. Et donc on travaille sur ce crosstalk entre la cellule cancéreuse et le polynucléaire. Et en fait, on ne sait pas pourquoi le polynucléaire finalement aide à la progression tumorale. Donc il y a tout un schéma hypothétique avec un switch du phénotype du polynucléaire neutrophile. Alors, on a utilisé la microscopie électronique chez les patients qui ont un cancer du poumon et on regarde finalement l'interaction entre le neutrophile et la cellule cancéreuse. Et chez certains patients, il y a ces images typiques d'autophagie, donc premières images d'autophagie des cellules cancéreuses. Donc il y a une altération cellulaire, alors que chez d'autres patients, le polynucléaire neutrophile est au contact de cellules intactes. Donc le problème qui se pose, c'est que probablement, chez tous les patients, le polynucléaire neutrophile n'a pas le même impact sur la prolifération tumorale. Et dans les cellules tumorales circulantes, vous voyez qu'il y a une association qui est assez caractéristique du neutrophile avec la cellule tumorale circulante, qui est toute petite d'ailleurs ici. Et donc probablement le neutrophile, il y a un article qui vient de sortir dans JCI la semaine dernière, qui montre que le neutrophile est une sorte de niche de protection de la cellule tumorale circulante qui lui permet de progresser dans le courant sanguin. Donc l'électronique peut aider à comprendre le mécanisme physiopathologique de la dissémination métastatique. Bon, c'est un exemple, il y en a plein d'autres. Conclusion. Alors ça, c'est ce qu'on avait mis dans un article il y a 3 ans. Alors évidemment, maintenant, il y a pratiquement plus de... Il y a certaines indications qui ont disparu. On peut citer la maladie de Whipple. Il y a un anticorps qui peut servir, mais tout le monde n'a pas l'anticorps à sa disposition. Donc il y a certaines indications qui sont listées ici. Conclusion, je dirais que ça reste un outil diagnostique incontournable et complémentaire. C'est-à-dire qu'il faut identifier le centre où il y a un microscope électronique et des gens compétents. On ne peut pas faire disparaître la microscopie électronique d'un service hospitalier, enfin d'un environnement hospitalier. Il y a une perte des compétences, donc évidemment il faudrait probablement aller vers la création de centres experts. Et ça ne sert à rien d'avoir un centre expert dans chaque ville. Je pense qu'il faut regrouper des centres experts, un au sud, un au nord, un à l'ouest, un à l'est, et mettre des forces là-dedans. Mais encore faut-il que nos décideurs soient d'accord. Il faut continuer et perpétrer l'enseignement en microscopie électronique parce que sinon la motivation va tomber. Hein. Si on n'enseigne pas quelque chose, il n'y a pas de raison de continuer à être motivé. Donc il faut que la formation soit valorisante, il faut qu'il y ait des postes. Hein, vous savez que c'est le challenge actuellement. Postes techniques, postes médicaux. Il faut une meilleure visibilité et un discours par rapport à l'administration qui ne connaît pas du tout ce que c'est que la microscopie électronique. Donc l'administration doit être sensibilisée avec une tarification, c'est ça qui les intéresse. Donc si on fait rentrer des budgets, il y aura une activité qui sera pérennisée. Et donc probablement il va falloir non pas multiplier les centres, mais aller sur des centres experts. Voilà. Merci beaucoup.